Radio Gabon, il est 13 heures. Le journal. Ouverture ce jour à Libreville par visioconférence des travaux de la 13e réunion de l'équipe multidisciplinaire du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale. But de cette rencontre, explorer les opportunités de mobilisation, de partenariat et de ressources pour relever ensemble les défis de renforcement de la résilience des institutions, des ménages et des individus face au coronavirus. Reprise des activités pédagogiques à l'école normale supérieure après 3 mois de grève pour réclamer le paiement des vacations. Une décision prise au cours de l'Assemblée générale tenue par le syndicat national des enseignants-chercheurs, secteur NS. La situation épidémiologique du Gabon toujours inquiétante, les cas positifs en hausse et plusieurs décès enregistrés au cours de ce mois de mars, d'où cette invitation des autorités gabonaises à se faire vacciner et au respect des mesures de protection. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Auditeurs de Radio Gabon La Référence, bonjour et bon confort d'écoute. Je suis Freddy Bouvila, avec moi à la présentation Ida Ounyami. Bonjour Ida. Bonjour Freddy. Ouvrons cette édition d'information avec la pandémie de coronavirus qui ne cesse d'endeuiller les familles dans notre pays. Plusieurs décès sont enregistrés et des cas de contamination en hausse durant ce mois de mars, faisant ainsi de lui le mois le plus meurtrier dans notre pays. La province de l'Estuaire occupe la première place de ce classement macabre malgré le début de la campagne de vaccination. Les précisions avec Pascaline Meza. Avec plus de 30 décès enregistrés, ce mois de mars a été le plus meurtrier depuis le début de la Covid-19 au Gabon. Ces données sanitaires sur la pandémie Covid-19 montrent l'impérieuse nécessité de maintenir le respect des mesures barrières pour protéger le pays de la seconde vague qui est beaucoup violente. De ce fait, un vaccin contre le coronavirus associé au respect des gestes barrières constitue aujourd'hui les principaux moyens de prévention contre la maladie. Restons sur cette pandémie de Covid-19. Le sujet a été abordé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba au cours de l'interview qu'il a accordée à nos confrères de Jeune Afrique. Parmi les sujets évoqués durant cet entretien, le plan de riposte à la Covid-19 mis en place par le Gabon pour faire face à cette pandémie qui a déjà fait des milliers de victimes dans le monde. Raymond Savou commente ici les réponses du président de la République face à notre confrère de Jeune Afrique. Au moment où le Gabon a atteint la barre de 100 morts de la Covid-19, les autorités gabonaises ne cessent de multiplier les stratégies pour venir à bout de cet ennemi commun et invisible. La dernière en date, le vaccin Sinopharm. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, après réception de sa première dose de vaccin, a accordé une interview au magazine Jeune Afrique. Dans les colonnes de ce mensuel d'information, le président gabonais présente les conséquences de la pandémie sur les plans humanitaires avec un nombre élevé de tests réalisés. Une faible létalité. Au niveau social, les habitudes des Gabonais ont été profondément modifiées. Face à cette attitude, le président Ali Bongo Ondimba n'est pas allé par 4 chemins pour remercier les Gabonais qui ont très vite fait des mesures barrières leur nouveau mode de vie. Ali Bongo Ondimba, le président de la République, a évoqué les conséquences de la Covid-19 sur l'économie du Gabon en 2020, chute de la demande mondiale des principaux produits d'exportation, baisse de cours des produits de base, ralentissement de certaines activités. Tout cela a pour corollaire le PIB contracté d'environ 5 points par rapport à l'année 2019. Cette année-là, le produit intérieur brut du Gabon se situe entre moins 1% et moins 2%.
Ali Bongo Ondimba souligne également que durant cette période, les recettes budgétaires baissent d'environ 4 points du PIB par rapport en 2019. Oui, 2020 est une année sombre pour les économies mondiales et le Gabon est de plein fouet touché. Lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2020, Ali Bongo Ondimba annonçait 2021 comme étant l'année de rattrapage. Face aux journalistes de Jeune Afrique, le président gabonais l'a réaffirmé. 2021 devrait être une année de forte reprise avec une croissance de 4%. Au cours de cet entretien, Ali Bongo Ondimba a rappelé sa responsabilité en tant que chef de l'État. Je le cite, « Elle n'est pas de mettre en place des mesures qui font plaisir. En revanche, je dois prendre des bonnes mesures pour protéger la population. » Fin de citation. Avant de soutenir que le Gabon sous peu recevra des vaccins Sputnik V, car le pays est membre de l'initiative COVAX. Le volet économie n'était pas en reste au cours de cet échange, notamment le PAT, le plan d'accélération de la transformation de l'économie gabonaise. Il s'agit d'un outil élaboré par notre pays à la demande du chef de l'État pour renforcer le processus de diversification de notre économie. Les détails avec Pierre-Désiré Mvelena. Répondant à la question de savoir pourquoi la diversification de l'économie gabonaise tarde à se réaliser, le président de la République a d'abord répliqué, je cite, « Tout comme Rome ne s'est pas construite en un jour, la diversification d'une économie ne se fait pas en un claquement de doigts ». Avant de préciser qu'en l'espace d'une décennie, le Gabon a énormément progressé sur ce plan. À titre d'illustration, Ali Bongo Ondimba a pris l'exemple du secteur bois, dont le poids s'est nettement renforcé, réduisant ainsi la forte dépendance du pays au secteur pétrolier. Ce dernier représentait plus de 42% du PIB en 2010 et ramené à 32% en 2019. Ces résultats économiques devraient être renforcés à travers le PAT, le plan d'accélération de la transformation de l'économie adopté en janvier dernier. Ce plan a l'ambition non seulement de rendre la croissance plus vigoureuse et moins dépendante des cours mondiaux de matières premières, mais aussi de créer plus d'emplois, 30 000 en 3 ans, et de l'adapter à la nouvelle donne du changement climatique, a précisé le chef de l'État. Pour soutenir la croissance, le poids de la dette doit être également allégé. Actuellement plafonné à 70% du PIB, l'objectif est de le ramener sous la barre de 50%. Pour y parvenir, le numéro 1 gabonais a indiqué à nos confrères de Jeune Afrique que cela passe par une meilleure maîtrise des dépenses, une accélération de la croissance et une restructuration de la dette. Autre actualité dans cette édition d'information, le début ce mardi des travaux de la 13e réunion par visioconférence de l'équipe multidisciplinaire du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale. La rencontre de la capitale gabonaise, bien que virtuelle, va donner l'occasion aux différents experts d'explorer les opportunités de mobilisation des partenariats et des ressources en vue de relever les nombreux défis de renforcement de la résilience des institutions, ménages et individus face à la Covid-19. Fabien Guillaume Kemvele. Plus de 51,9 millions de personnes souffrent de la faim en Afrique centrale et la situation nutritionnelle des groupes les plus vulnérables risque de se détériorer davantage en raison des effets sanitaires et socio-économiques de la pandémie de la Covid-19. La crise sanitaire actuelle met en évidence les défis existants dans les systèmes alimentaires et souligne la nécessité d'améliorer la résilience des chaînes d'approvisionnement alimentaire et des systèmes alimentaires en général. Ainsi, la réunion de l'équipe multidisciplinaire, qui constitue un cadre statutaire d'échange sur les principales préoccupations courantes, permettra aux responsables et experts du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale et des bureaux pays, ainsi que des représentants des gouvernements, des communautés économiques, la société civile et le secteur privé, d'aborder les stratégies qui permettront de renforcer la résilience et améliorer les systèmes alimentaires face aux défis du coronavirus. La réunion sera organisée autour de 4 sessions thématiques, précédées d'une session de haut niveau marquée par une discussion sur le sommet mondial des Nations Unies sur les systèmes alimentaires et les priorités de la sous-région. Cette rencontre annuelle, la 13e du genre, permettra d'explorer les opportunités de mobilisation de partenariats et des ressources pour relever ensemble les défis de renforcement de la résilience des institutions, ménages et individus face à la pandémie du coronavirus. Les solutions et les recommandations qui vont résulter serviront de mieux adapter et accompagner les transformations des systèmes alimentaires en Afrique centrale pour les rendre plus résilients, inclusifs, sensibles au genre et à la nutrition.
La suite du journal avec la célébration ce mardi de la journée mondiale consacrée aux troubles bipolaires. Cette pathologie peu ou mal connue du grand public dont la célébration se fait chaque 30 mars à travers la planète est l'occasion pour nous de revenir sur les origines, les causes et les conséquences de cette pathologie. On en parle avec Stéverine Bassati-Machia. La maladie bipolaire est une maladie mentale chronique de la famille des troubles de l'humeur. Le trouble bipolaire, autrefois appelé psychose maniaco-dépressive, est une maladie au long cours qui entraîne des dérèglements d'humeur. Cette pathologie reste cependant très méconnue et souvent taboue. Tabou parce que beaucoup de personnes atteintes n'osent pas avouer à leurs proches que leurs émotions sont démesurées, c'est-à-dire qu'elles passent d'un état à un autre d'excitation anormale proche de l'euphorie à un état léthargique, c'est-à-dire complètement dépressif. Et 2% de la population souffrirait de la forme majeure de la maladie. La phase dépressive peut inclure le risque de suicide. Le trouble bipolaire est une maladie grave, mais les personnes atteintes qui se font traiter peuvent se rétablir et mener des vies enrichissantes. Cette maladie n'est pas une fin en soi, car elle a un traitement prescrit par les psychologues pour le traitement de troubles bipolaires qui sont le plus souvent des thymorégulateurs qui permettent de stabiliser l'humeur. Ils sont utilisés au long cours pour traiter et prévenir des épisodes de troubles bipolaires. Lors de l'épisode dépressif, on peut y associer un antidépresseur. Parlons éducation à présent avec cette assemblée générale tenue hier à Libreville par le syndicat national des enseignants-chercheurs de l'école normale supérieure en grève depuis janvier dernier pour réclamer le paiement des vacations. Les chargés de cours de l'école normale supérieure qui conditionnaient leur retour dans les salles de classe par le paiement intégral de leurs vacations décident de revenir à de meilleurs sentiments pour tenter de sauver l'année universitaire en cours. Le point de cette rencontre avec Bernadette Zanhi. Après l'arrêt des cours en janvier dernier pour réclamer l'appurement des arriérés des primes de vacations, les membres du SNEC section ENES se sont retrouvés pour faire le point des différentes démarches entreprises et décider de la conduite à tenir. Gilbert Ngema-Ndamne, président du SNEC ENES. A priori, il y a des problèmes de trésorerie qui s'opposent, mais nous voulons que la situation soit décantée par le paiement intégral de la dette due aux vacations. Et nous sommes revenus à des meilleurs sentiments pour demander aux collègues de reprendre quand même des activités, parce que les activités les plus importantes qui concernent la professionnalisation ne sont pas effectuées depuis là, c'est-à-dire les cours des sciences de l'éducation. Pour le moment, nous attendons les promesses qui nous ont été faites et nous avons donc demandé aux collègues de reprendre des activités tout en gardant la pression. Pour les membres du SNEC, l'appel à la reprise des activités ne saurait être une levée de la grève, mais plutôt une suspension. C'est un mouvement qui avait été suspendu, mais qui est reconductible dès lors qu'il n'y a aucun signe de la part des autorités. Donc là, nous essayons de le suspendre, pas lever. Il sera levé lorsque l'appurement sera effectif et total. Notons qu'au cours de cette assemblée générale, la question du renouvellement du bureau du syndicat a également été abordée. Restons sur le volet éducation et parlons de ce recrutement de 400 jeunes Gabonais qui seront formés sur les techniques de lutte contre les violences en milieu scolaire. L'initiative est de la société Encadrement Plus, structure spécialisée dans ce domaine. Ida. Des jeunes volontaires qu'il faudra former pendant 3 semaines avant de les mettre sur le terrain. L'objectif étant d'élargir le champ d'action de la structure et de rendre plus efficace la lutte contre les violences en milieu scolaire. Arnaud Ondo Ngozogo. La formation envisagée de 400 agents supplémentaires d'encadrement, de prévention et de lutte contre la violence en milieu scolaire va porter sur des domaines bien précis. Emmanuel Mbemba, directeur général de la société Encadrement Plus. Nous formons dans la pédagogie, la psychologie de l'enfant, le secourisme et bien d'autres aspects qui cadrent avec l'encadrement en milieu scolaire. Parce que c'est un milieu jeune, c'est un milieu sensible. Ce ne sont pas des militaires, ce sont des encadreurs pédagogiques qui sont là pour sécuriser la jeunesse. Les agents n'auront rien à débourser pour cette formation qui est assurée par l'Union internationale des services publics assimilés Afrique francophone et sont destinés à servir dans les établissements scolaires publics et qui sont davantage vulnérables aux violences en milieu scolaire. Nous ne demandons pas un franc à l'État pour la formation de ces jeunes. En revanche, nous signons des partenariats avec différents ordres d'enseignement afin que nous puissions payer ces jeunes. Et nous voulons
nous arrimer aux exigences du chef de l'État qui avait créé il y a quelques années le revenu minimum mensuel. Donc nous payons nos jeunes à partir du revenu minimum mensuel, c'est-à-dire 150 000 et au-delà de 150 000 selon votre statut d'encadrement plus. La société Encadrement Plus a déjà formé plus de 700 agents d'encadrement, de prévention et de lutte contre la violence en milieu scolaire. La nouvelle vague de formation de 400 agents va se faire dans le respect des mesures barrières. On ne peut pas réunir 400 personnes avec les mesures de restrictions aujourd'hui, de la pandémie, nous ne pouvons pas le faire. Donc, nous respectons les mesures barrières dictées par le gouvernement, mais nous allons former de manière progressive afin que chacun, au terme de cette formation, puisse recevoir son diplôme de participation et puisse avoir un entretien préalable avec la direction générale d'encadrement plus et finalement être recruté. Les déployer sur le terrain afin que nous puissions freiner ce phénomène. Pour stopper, voire éradiquer le phénomène de violence en milieu scolaire, Encadrement Plus se donne 4 ans pour y parvenir, un véritable défi pour ses responsables qui ont déjà signé une convention de partenariat avec l'enseignement privé protestant. Quittons la capitale gabonaise pour l'intérieur du pays, précisément la province de Langounié, où les chefs de circonscription scolaire et ceux des établissements secondaires étaient récemment à l'école du savoir. Les enseignements au cours de cette session de formation qui a duré quelques jours ont essentiellement porté sur les nouveaux outils de gestion, une plus-value susceptible d'améliorer le niveau et la qualité en matière de gestion des établissements scolaires de la province. Les précisions avec Félicien Dongo. Les chefs d'établissement du secondaire et les chefs des sites de construction scolaire ont renforcé leur capacité managériale en se dotant d'outils de bonne gouvernance et de pilotage de leurs entités respectives. En effet, organisée par la tutelle en partenariat avec l'Agence française au développement AFD, cette rencontre du donner et du recevoir animée par Loïc Mondonga et Moïse Meyon-Kogé s'est articulée autour de plusieurs modules, entre autres connaissances et maîtrise des textes qui régissent leur fonctionnement, la communication interprofessionnelle, gestion des projets d'établissements scolaires et sites de construction. L'objectif de cet atelier est défini ici par l'un des facilitateurs, Loïc Mondonga. Ce séminaire s'articulait autour de 4 modules fondamentaux. Le premier avait trait au texte et aux missions de chaque chef d'établissement et de chaque chef de circonscription. Ici, dans ce module, l'objectif visé était de permettre aux chefs d'établissement et aux chefs de circonscription d'avoir la maîtrise, la connaissance et la maîtrise des textes qui réglementent le fonctionnement des établissements, le fonctionnement des circonscriptions scolaires. De plus, en clôturant les travaux comme à l'ouverture, le directeur d'Académie provinciale de Langouni DAP, Anissé Fougou, a interpellé ses collaborateurs. À l'issue de cette grande messe d'éducation, les séminaristes n'ont pas caché leur satisfaction. Je suis Tamba Joël, proviseur du lycée Jean-Jacques Boucavel. Ce séminaire de formation qui nous a beaucoup aidé, surtout dans le renforcement de nos capacités, et qui nous a beaucoup aidé, surtout dans la gestion de nos établissements. Et grâce à ce séminaire, nous avons pu nous approprier des outils nécessaires pour la gestion et pour le pilotage désormais de l'établissement. Nous sortons de ce séminaire très satisfaits pour tout ce que nous avons pu acquérir comme outils de gestion. Nous sollicitons vraiment que ce genre d'initiative se répète chaque fois, surtout en début d'année, pour plus encore acquérir des éléments nécessaires pour la gestion de nos établissements. C'est donc sur une note de satisfaction générale des participants que le séminaire a pris fin avec l'espoir que les chefs d'orchestre appliqueront les enseignements reçus. Mouila, Félicien Dongo, Radio Gabon, la référence. Retrouvons cette fois-ci Roland de Sylvanie Andem pour la page internationale. Bonjour Roland. Bonjour Ida. Ce regard est axé sur la Centrafrique où nous parlons de l'investiture du président Faustin Archange Touadéra. Ida, Faustin Archange Touadéra doit être investi aujourd'hui pour un mandat de 5 ans, une investiture que les autorités veulent digne et sobre, selon le porte-parole du gouvernement, alors que ce pays est toujours en proie au conflit déclenché depuis décembre dernier et que la principale coalition de l'opposition n'a pas reconnu la validation du chef de l'État. Côté libyen, enfin, malgré un exécutif commun, Benghazi toujours en proie à l'insécurité. L'arrivée du nouvel exécutif unifié ne change pas encore la situation sécuritaire dans ce pays, à l'est comme à l'ouest. Les exactions ainsi que les atteintes aux droits de l'homme, les enlèvements et les détentions arbitraires continuent. Ces derniers, toujours la plus grande ville de l'est libyen, a été le théâtre d'une série de meurtres et d'enlèvements sans précédent. Le nouvel exécutif semble impuissant face à l'insécurité qui règne partout dans ce pays. Merci Roland pour toutes ces informations.
La page des sports en présent et pour en parler avec nous dans ce studio, Ulrich Koupangoy. Bonjour Ulrich. Bonjour Freddy. On parle football avec la défaite hier à Luanda des Panthères du Gabon face à l'Angola, 2 buts à 0 dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2022 au Cameroun. C'est cela, les buts angolais ont été inscrits par Manuel Luis à la 62e minute et Lloyd Antonio à la 70e minute de jeu, privé de ses cadres parmi lesquels Pierre-Emerick Aubameyang, Denis Bouanga, Aaron Boupenza, Mario Lemina et Didier Ndon Ibrahim. Les Panthères n'ont rien pu faire face aux velléités offensives angolaises. Écoutons Antonio Oyono, défenseur des Panthères du Gabon, il est au micro de David Maguena. Ouais, c'était ma première. J'ai eu la chance de faire dans des bonnes conditions, sur un bon terrain, un beau stade et ouais, c'est une sensation particulière que j'avais pas encore vécue, donc ça a fait plaisir. C'est des sensations que j'ai pas eu encore. Porter le blason d'une équipe nationale, je vais rentrer dans mon club avec que des bons souvenirs, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas été au niveau qu'on avait voulu. On n'avait pas nos meilleurs joueurs, mais bon, c'est pas une excuse, quoi. On était bien au début, je trouve, mais à deuxième mi-temps, on n'était plus dedans. On n'était pas au niveau. Malgré cette victoire, les Palancanegras ne disputeront pas la CAN l'an prochain au Cameroun. La sélection angolaise se prépare pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui vont débuter très prochainement. Suivant Hugo Barreto, capitaine de la sélection angolaise, il est au micro de David Maguena. C'était bien de terminer sur une très belle note. Donc la victoire était impérative pour nous et nous avons pu y accéder. C'était un match important pour bien se lancer pour les prochaines qualifications et que le Gabon est aussi dans notre phase de poule. Donc c'est terminé sur une bonne note. Je ne sais pas s'il y aura des dates FIFA qui seront octroyées d'ici le mois de juin, mais c'est déjà bien terminé en championnat. Ce serait bien terminé en club pour les joueurs qui sont encore en plein championnat et ensuite préparer avant les vacances pour les matchs préparatifs pour la Coupe du Monde. C'est vrai qu'actuellement nous avons des jeunes dans le groupe, mais c'est vrai que c'est un mix avec certains qui sont assez expérimentés et c'est vrai qu'avec cette situation du Covid, ça n'a pas forcément aidé. Certains joueurs manquaient à l'appel, mais c'est vrai que le groupe est relativement jeune. Le Gabon sera accompagné de la Gambie en Coupe d'Afrique des Nations dans le groupe D. La Gambie qui s'est inclinée devant la République démocratique du Congo 0-1 hier mardi. A noter l'élimination de l'Afrique du Sud et de l'Ouganda pendant ces éliminatoires. Merci Ulrich Koupangoy pour toutes ces précisions sportives. L'essentiel à retenir de ce journal, ouverture ce jour à Libreville par visioconférence des travaux de la 13e réunion de l'équipe multidisciplinaire du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale. But de cette rencontre, explorer les opportunités de mobilisation, de partenariat et des ressources pour relever ensemble les défis de renforcement de la résilience des institutions, des ménages et des individus face au coronavirus. Reprise des activités pédagogiques à l'école normale supérieure après 3 mois de grève pour réclamer le paiement des vacations. Une décision prise au cours de l'Assemblée générale tenue par le syndicat national des enseignants, chercheurs, secteur ENES. La situation épidémiologique du Gabon toujours inquiétante, les cas positifs en hausse et plusieurs décès enregistrés au cours de ce mois de mars, d'où cette invitation des autorités gabonaises à se faire vacciner et au respect des mesures de protection. Il est exactement 13h25 à Fourplace et Cook et Kango, même heure à Divindé, Ndanda et Dibuka, c'est dans le département de Lolowania, province de Logololo. C'est la fin de ce journal. À la technique, Fried Tanguy Bumbanga et Gertrude Makusa. Au montage, Bibiche Adamba. À la réalisation, Lauriane Meta. Merci à Roland Silvani Andem et à Ulrich Koupangoy pour la collaboration. À la présentation, Ida Onyami et moi, Freddy Abouvila. À demain 13h, s'il plaît, dans l'éternel.